vidéo d'hier. Donc, tout ce qu'on a eu à faire hier, vous allez avoir les détails, le résumé. On est ensemble, vous me recevez? Bonsoir, monsieur Jacques. Oui, monsieur Kassibou, il y a 2 jours. Vraiment, beaucoup de... Ok. Monsieur vous. Dieu merci, ça va. On ne se plaint pas. Je suis connecté aujourd'hui là. Ok, super. Donc, nous allons encore échanger sur quelques éléments en lien avec le management de la qualité. Ok, sans plus tarder, nous allons rapidement évoluer sur notre module. Hier, nous avons vu sur le cours du mois, hier, nous avons vu 2 modules. Le module 1 qui a porté sur l'introduction au management de la qualité, et puis le module 2 où nous avons parlé du management de la qualité dans un projet de développement. Aujourd'hui, nous allons voir les 2 autres modules qui restent, à savoir le management de la qualité dans un projet d'entreprise et les outils et techniques pratiques pour le management de la qualité. Donc, en guise de rappel, hier, nous avons pris le temps de pouvoir expliquer quelques notions fondamentales sur le management de la qualité. Nous avons défini la qualité et dans notre définition, nous avons dit que la qualité fait référence au degré dans lequel un produit, un service ou un processus répond aux exigences et aux attentes des parties prenantes. Donc, une fois qu'un produit répond aux attentes des clients, c'est que cela est de qualité. Mais nous avons fait une parenthèse et nous avons dit qu'il va falloir, même si ça respecte les besoins du client, qu'on ait quand même 4 éléments qu'il faut remarquer. Premièrement, la conformité. Deuxièmement, la fiabilité. Troisièmement, la performance. Et puis la satisfaction. J'ai pris du temps hier. En termes de conformité, c'est de comparer et voir est-ce que le produit, le prototype de départ et ce qu'on a multiplié, est-ce que ça respecte les spécificités, les standards définis. En termes de fiabilité, est-ce que le produit, quand on l'a testé, ça fonctionne normalement, ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. En termes de performance, est-ce que ça ne surpasse pas un peu les attentes de l'entreprise ou bien du client? Et enfin, est-ce que ça répond vraiment aux besoins réels du client ou bien de la partie prenante? Ensuite, nous avons vu les composantes fondamentales, les principaux du moins, du management de la qualité. Donc, en termes de qualité, il y a 4 éléments. Quand on parle de gestion de la qualité, il y a 4 éléments. Premièrement, la planification de la qualité. Ensuite, l'assurance de la qualité, le contrôle de la qualité et puis maintenant l'amélioration continue. Donc, dans les développements, nous avons souligné que l'assurance qualité vient en amont et pendant l'activité. Donc, on fait une assurance qualité avant et pendant l'activité. Et on fait le contrôle qualité après l'activité. Donc, on ne peut pas être en train d'exécuter une activité et nous allons dire que nous sommes en train de faire le contrôle qualité. Ce n'est vraiment pas possible. Donc, il faut le faire nécessairement après l'activité. Donc, l'assurance qualité vient en amont et pendant l'activité et le contrôle qualité à la fin. Il était important aussi de souligner en quoi le management est-il important. Notre camarade M. Fofana nous a posé la question hier de savoir si le suivi évaluation est efficace. Alors, pourquoi parler de management de la qualité? Et c'est là que j'ai expliqué, je disais que en fait, le suivi évaluation est généraliste, mais le management de la qualité est spécifique. J'ai donné un exemple, je faisais comprendre, je focalise beaucoup plus sur la conformité des standards, des règles et des normes. Est-ce que l'activité que nous voulons réaliser, l'activité
est en train de se dérouler normalement? Est-ce que chacun est là où il doit être? Est-ce que ça évolue? C'est là où on s'arrête. Alors qu'au niveau de l'assurance qualité, on ira encore plus loin. Essayez de voir non seulement si chacun a son poste, mais aussi d'analyser et de voir est-ce que chacun est en train de faire dans le fond ce qu'il doit faire. Est-ce que chacun respecte les normes et les standards? Est-ce que chacun est en mesure de pouvoir faire ce qu'on lui demande? Ça va encore plus loin, ça permet de creuser. Voilà pourquoi ces deux thèmes-là sont liés. Et je faisais comprendre que dans un projet de développement, vous ne verrez pas quelqu'un qu'on va prendre pour dire que c'est un conseiller technique en qualité ou bien spécialiste en qualité. Mais dans une entreprise, vous pouvez voir une direction en charge de la qualité ou bien un manager de la qualité. Et lui, il est là pour pouvoir s'assurer de la qualité. Donc là, à ce niveau, on peut vraiment valoriser tout ce qui est qualité à ce niveau-là. Hier, nous avons aussi parlé de l'importance de la qualité dans une entreprise. Et quand on parle de qualité, vous-même vous savez, en termes de qualité, il faut valoriser tout ce qui se passe dans l'entreprise. Mon Wi-Fi est déchargé, permettez-moi de le charger rapidement. Ok, merci. Donc, je disais, hier, nous sommes revenus sur aussi l'importance de la qualité dans un projet d'entreprise et nous avons abordé 8 points en termes de satisfaction de la clientèle, la réduction des coûts, la réduction des risques, la motivation, merci, j'y arrive, des équipes, l'accroissement de la rentabilité, etc., etc. Nous avons aussi partager l'historique de la qualité, un peu pour renforcer en quoi il est important de pouvoir gérer un projet en termes de qualité ou bien de gérer une entreprise en mettant un focus sur la qualité. On a commencé par parler de la qualité à partir de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Et en ce moment, la qualité était beaucoup plus euh, basé sur l'observation. On observe, on n'arrive pas à aller vraiment dans les détails puisque tout était fait par l'être humain. Donc c'est l'homme qui manipulait tout et le principe c'est que la qualité se faisait principalement de manière artisanale. Donc on n'avait pas d'outils spécifiques, on n'avait pas vraiment des éléments de base pour pouvoir faire un certain nombre d'appréciations. À partir des années 2020 jusqu'à, je dis 2020, 1920 à 1940, on a commencé par intégrer un certain nombre d'outils comme le contrôle statistique de la qualité, où nous avons introduit le premier outil de gestion de la qualité qui est la carte de contrôle. Ailleurs, vous allez entendre parler de feuille de contrôle. Donc, c'est la même chose. Donc, cet outil-là a été introduit et cet outil maintenant a permis de pouvoir surveiller et contrôler la variabilité du processus de production. Donc, ça, c'était beaucoup plus focus sur le processus. Donc, la qualité a commencé par, on a commencé par parler de la qualité à ce niveau en faisant un focus rien que sur les processus. C'était basé sur les processus. À partir des années 2040 jusqu'à 2050, c'est là qu'on a commencé par avoir l'influence de Deming et de Juran qui ont fait naître un deuxième outil de gestion de qualité qu'on appelle le PDCA, c'est-à-dire planifier, faire, vérifier et puis agir, et qui est un outil puissant aujourd'hui en matière de gestion de qualité. Et c'est utilisé aujourd'hui, que ce soit dans les projets de développement, tout comme dans les projets d'entreprise. Donc, ce sont des outils très puissants qui sont utilisés. Et c'est un de mes outils favoris d'ailleurs que j'utilise très souvent en matière de gestion de la qualité, que ce soit dans les projets, que ce soit même dans la vie personnelle, que ce soit dans tout ce que je fais, le PDCA est beaucoup utilisé parce que, qu'il vous souvienne, en management de projet, je disais que c'est très dangereux pour un gestionnaire de projet
de travailler sur la base de l'improvisation. Il faut toujours planifier ce que nous voulons faire, puisque après, à l'évaluation, on va vouloir comparer ce qu'on a prévu et ce qu'on a pu avoir comme résultat, ce qui peut nous montrer si nous avons avancé ou bien si nous avons reculé. Alors que si nous n'avons pas une référence de départ et nous engageons dans quelque chose à la fin, on ne pourra pas avoir d'éléments de base pour apprécier. Donc, la planification avant toute action est vraiment très, très importante. Et quand on planifie quelque chose, c'est qu'il faut mettre cela en œuvre. Et en mettant en œuvre, on ne peut pas être jugé parti. Donc, il faut nécessairement avoir des éléments qui vont mettre en œuvre. Et puis, maintenant, nous, on est là pour faire quoi? Ce qu'on appelle l'assurance qualité jusqu'au contrôle qualité. Et à la fin, certainement, il y aura des leçons apprises. Sur la base de ces leçons apprises que nous allons capitaliser, ça va nous permettre de pouvoir renforcer les planifications prochaines et nous permettre de pouvoir mieux avancer. Donc, c'est à partir des années 2040 que cette réflexion-là a commencé par être menée. Et à partir de l'année 1960, on a commencé par parler de la gestion de la qualité totale. La gestion de la qualité totale, et il y a des formules que nous avons pour pouvoir calculer la qualité totale. Donc, à partir des années 1960, on a commencé par parler de la gestion de la qualité et c'est là qu'est née la norme ISO 9000, qui est une norme basée qui est une norme qui est fondée sur la gestion de la qualité dans les projets. Donc, la gestion de la qualité, c'est cette norme-là qui gère cela. Donc, à partir des années 1960, on est beaucoup plus focalisé sur ça. Donc, l'approche systématique où tous les employés sont impliqués maintenant dans l'amélioration. Donc, à partir des années 1960, la gestion de la qualité ne concerne plus les dirigeants, ne concerne plus les bailleurs, ne concerne plus les actionnaires, ni les managers, ni les directions, mais ça concerne toute l'équipe, jusqu'aux employés, jusqu'aux gardiens de la structure, aux agents d'entretien, s'il vous plaît. Donc, maintenant, la gestion de la qualité est à divers niveaux. Donc, ce n'est plus à une catégorie de personnes données. Et au fur et à mesure, d'autres outils sont nés encore, comme le Six Sigma, depuis les années 1980 jusqu'à 2000. Et maintenant, nous avons commencé par parler de la gestion de la qualité dans les projets à partir de l'année 2000. Donc, à partir de l'année 2000, nous avons encore d'autres normes qui sont venues. La norme ISO 21500, nous avons la norme ISO 14001. Donc, nous avons plusieurs autres normes qui sont nées. Et ces normes-là, aujourd'hui, ont des spécificités, des standards et des normes qu'il faut respecter en fonction du type de projet dans lequel vous êtes. Donc, à partir des années 2010, nous avons commencé maintenant par parler de la qualité et du développement durable. Quand on sera sur le cours lié à l'évaluation d'impact économique, environnemental et social, je vais aussi vous faire l'historique du développement durable depuis le début du XXe siècle jusqu'à ce jour. Et là, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on parle des ODD et pour quelles sont les motivations. Nous allons voir ça en son temps. Donc, voilà un peu l'histoire de la gestion de la qualité. Donc, en résumé, la gestion de la qualité ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est depuis le début du XXe siècle qu'on a commencé par parler de la gestion de la qualité. Et c'est d'actualité encore jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle qui est là, qui aujourd'hui facilite beaucoup d'analyses, facilite beaucoup de choses en matière de gestion de la qualité. Donc, voilà un peu ce qu'on a dit hier sur l'historique. Nous n'aurons vraiment pas le temps de pouvoir rentrer dans le détail pour voir toutes les notions qui sont liées à tout ce que nous avons eu à voir. Donc, ensuite, nous avons parlé aussi des 4 coups de la qualité. En matière de gestion de la qualité, ça fait des coûts. Et nous avons principalement 4 coûts, à savoir les coûts de prévention, les coûts d'évaluation, les coûts de non-qualité interne et les coûts de non-qualité externe. Et nous avons dit que les coûts de prévention, ce sont en réalité
les coûts que l'entreprise ou bien que le projet engage pour pouvoir s'assurer que le produit va répondre vraiment aux attentes des clients ou bien aux attentes aux attentes des bénéficiaires ou bien des acteurs. Et euh, euh, cela regroupe du moins les formations, les processus, les coûts des processus, etc., etc. Les coûts d'évaluation, c'est beaucoup plus des coûts qui sont liés à tout ce que nous aurons à faire dans notre entreprise qui va beaucoup plus tout ce que nous aurons à faire dans notre entreprise qui va contribuer à vérifier que tous les produits là vont respecter les normes et puis les qualités. Donc, on a l'inspection, l'audit, la qualité et nous avons le coût de non-qualité, le coût de qualité interne et chacun d'eux a un objectif clair. Le coût de prévention, c'est de pouvoir réduire les défauts dès la conception. Les coûts d'évaluation, c'est d'identifier les problèmes avant qu'ils n'atteignent le client. Les coûts de non-qualité, c'est ça qu'on appelle encore les coûts de non-conformité. Donc, c'est pour réduire les impacts négatifs sur la production et sur les délais. Et les coûts de non-qualité, c'est pour minimiser les conséquences de la satisfaction client et la réputation. Nous avons présenté aussi quelques formules pour pouvoir calculer les coûts les différents cours que nous avons fait. Donc, que ça soit en management de projet ou bien que ça soit du moins dans les projets d'entreprise ou bien dans les projets de développement. Nous avons aussi pris le temps de partager aussi des notions sur l'assurance qualité et le contrôle qualité. Et nous avons dit que l'assurance qualité fait souvent référence, c'est une approche proactive qui vise à prévenir les défauts, alors que le contrôle qualité, ce sont des activités spécifiques pour identifier, corriger les défauts. Donc, lui, il est beaucoup plus là pour pouvoir corriger tout ce qui est défaut alors que l'assurance qualité, c'est de pouvoir prévenir les différents défauts. Donc, après, nous sommes venus au niveau du module 2, qui est beaucoup plus le management de la qualité dans un projet de développement. Et à ce niveau, nous avons essayé de montrer un ensemble d'éléments qui fait la spécificité des projets de développement. Les projets de développement, leur objectif, c'est l'impact social, c'est l'impact environnemental et durable à long terme. Donc, les bénéficiaires, c'est souvent des personnes vulnérables, hein, c'est souvent les parties prenantes du moins, c'est souvent des personnes vulnérables, c'est souvent des bailleurs de fonds, il y a le gouvernement, il y a des ONG, etc. Et c'est souvent dans des zones rurales, des zones isolées où nous avons des ressources limitées, etc. Donc, au niveau du suivi évaluation, c'est beaucoup plus les indicateurs de qualité qu'on prime, etc., etc. Donc, à ce niveau, nous avons dit qu'au niveau du management de la qualité, dans un projet de développement, on prône souvent pour l'approche participative et inclusive. Donc, je vais beaucoup plus insister ici puisque tout à l'heure, nous allons voir le management de la qualité dans un projet de développement et on va voir quel type d'approche est souvent promis là. Ici, c'est souvent l'approche participative et inclusive. Si vous êtes responsable de projet, chef de projet ou bien responsable à divers niveaux et vous voulez que dans votre projet les choses marchent, il est intéressant de prôner pour l'approche participative et inclusive dans la gestion de la qualité. Et nous avons vu les principes fondamentaux de l'approche participative. Nous avons vu comment il faut mettre en œuvre une approche participative et inclusive. Et nous avons cité les différentes étapes. Donc, pourquoi lui te plante? Voilà. Donc, ensuite, nous avons vu les principes fondamentaux. Désolé, comme j'ai eu à cliquer plusieurs fois, donc lui-même. Et nous avons vu les principes fondamentaux du suivi évaluation et nous avons terminé hier par les indicateurs de qualité dans le suivi évaluation en matière de gestion de la qualité.
Et nous avons dit que là, à ce niveau, on fait référence à 6 indicateurs. Nous avons l'indicateur d'efficacité, l'indicateur d'efficience, l'indicateur d'impact, l'indicateur de satisfaction, l'indicateur de durabilité et puis maintenant l'indicateur d'impact que nous avons montré là-bas. Donc voilà un peu en fait ce qu'il faut retenir à ce niveau. Donc cet indicateur a été répété, normalement c'est 5 indicateurs. Voilà. Et nous avons terminé hier par un exercice qu'on a donné. On a demandé à chacun de pouvoir traiter et nous allons corriger aujourd'hui. Donc nous allons lire le cas ensemble. On démarre déjà le cours d'aujourd'hui. L'ONG Green Future lance un projet de développement durable dans une région rurale d'un pays en développement. Le projet a pour but de réhabiliter des terres agricoles dégradées en introduisant des techniques agricoles durables, à savoir l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, etc. Le projet vise à améliorer la productivité agricole des fermiers locaux tout en préservant l'environnement. Donc, il prévoit la formation des agriculteurs, la mise en place d'infrastructures pour la gestion de l'eau et l'introduction de nouvelles méthodes agricoles respectueuses de l'environnement. L'objectif du projet est de toucher 500 familles en 2 ans et le budget alloué est de 200 000 euros. Donc, votre tâche est de mettre en place un système de gestion de qualité pour ce projet en suivant ces étapes. Premièrement, c'est de définir les objectifs de la gestion de la qualité pour ce projet. 2, c'est d'identifier les critères de qualité et les indicateurs de performance. 3, c'est de proposer un plan de gestion de la qualité avec des actions de prévention, d'évaluation et de contrôle. 4, c'est de décrire des outils de gestion de la qualité que vous utiliserez dans ce projet. Et enfin, c'est de proposer des mécanismes de suivi et d'évaluation pour garantir la qualité du projet tout au long de sa mise en œuvre. Est-ce que quelqu'un a eu le temps de réfléchir sur ça au cours de la journée? Voilà ce qu'on a laissé hier. Est-ce que quelqu'un a eu le temps peut-être de réfléchir rapidement sur ce cas? Parce qu'en matière de gestion de projet, c'est souvent des préoccupations qui sont souvent posées. Ok, apparemment, beaucoup n'ont pas eu le temps. Donc, j'ai quand même fait un essai de réponse. On va parcourir ensemble. La question, il nous demandait de pouvoir donner les objectifs de la gestion de la qualité pour ce projet. Les objectifs de la qualité, de la gestion de la qualité dans ce projet sont les suivants. Premièrement, c'est la satisfaction des bénéficiaires, c'est-à-dire c'est d'assurer que les agriculteurs formés adoptent efficacement les techniques agricoles durables et que leurs conditions de vie s'améliorent grâce à l'augmentation de la productivité. Donc, il y a un mot important que j'ai mis là, adopter. Donc, dans le secteur agricole, quand on parle d'adoption, c'est le niveau macro quand on parle de bonnes pratiques ou bien de techniques agricoles. Parce que les gens peuvent pratiquer une technique agricole sans l'adopter. Parce que peut-être le projet est encore là, parce que peut-être le projet met encore du financement, peut-être que le projet accompagne encore un certain nombre d'aspects, ce qui motive le producteur à pratiquer. Mais quand on parle d'adoption, c'est que le projet accompagne ou pas, le producteur continue toujours par pratiquer, continue toujours, c'est-à-dire il a pris la chose comme pour lui, il a pris la chose, il se dit que ça c'est pour mon bien et désormais c'est comme ça que je vais travailler. Donc c'est un niveau beaucoup plus élevé. Donc le suivi évaluateur à ce niveau va faire beaucoup attention pour les indicateurs qui seront liés à l'adoption. Ensuite, nous avons le respect des standards environnementaux. Donc, garantir que les méthodes agricoles mises en place respectent les normes de durabilité environnementale en réduisant les effets négatifs sur les sols et l'eau. C'est très regardant. Aujourd'hui, les projets qui accompagnent surtout sur les techniques agricoles, aujourd'hui on parle d'agriculture résiliente au changement climatique.
On parle aujourd'hui d'agroécologie. On parle aujourd'hui de beaucoup de thématiques pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Donc, voilà les gros défis. Donc, si notre projet ne respecte pas ces standards environnementaux, c'est que ça va poser vraiment de problèmes. 3, c'est l'efficacité dans l'utilisation des ressources. Quand on dit projet, c'est emploi des ressources. Ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, donc que nous déployons. C'est ça qu'on appelle les inputs qui vont nous permettre de pouvoir réaliser un certain nombre d'activités en vue de pouvoir atteindre un ensemble de résultats ou bien un groupe de résultats. Donc l'efficacité dans l'utilisation des ressources compte vraiment beaucoup. Donc nous devons maximiser l'impact du projet tout en minimisant les coûts en s'assurant que les ressources sont utilisées de manière optimale. C'est très important. On ne peut pas parler de qualité dans un projet sans cet objectif-là. Et enfin, vous pouvez tourner, parler tout le français que vous voulez. L'un des objectifs clés en matière de gestion de la qualité, c'est l'amélioration continue. Donc, on doit s'assurer que des mécanismes de suivi et de réagissement permettent d'améliorer les processus du projet en cours de sa mise en œuvre. Quand on met un projet, c'est vrai, on veut atteindre des résultats, mais le plus important, c'est de pouvoir apprendre de nos erreurs, c'est de pouvoir apprendre de nos réussites, c'est de pouvoir apprendre de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Donc, cela nous permet de pouvoir capitaliser un ensemble d'expériences pour des projets futurs, pour des expériences futures. Donc, voilà un peu ce que demandait la première question en termes d'objectifs de la gestion de la qualité. Et je peux vous le dire, si c'est pour un projet agricole, ces objectifs-là ne changent pas. Donc, c'est pratiquement les mêmes. La satisfaction des bénéficiaires, le respect des standards environnementaux, l'efficacité dans l'emploi des ressources et puis maintenant l'amélioration continue. Si c'est pour un projet d'entreprise, au niveau de satisfaction des bénéficiaires, nous allons beaucoup plus parler de satisfaction des clients. Vous voyez? Donc, au niveau du respect maintenant des standards environnementaux, on peut peut-être augmenter encore le respect des standards économiques aussi, donc qui est très important si nous sommes dans un projet d'entreprise. La deuxième question, il était question de parler des critères de la qualité des indicateurs de performance. Donc, on va commencer par les critères de la qualité. Au niveau des critères de la qualité, nous avons la pertinence des formations pour les agriculteurs, c'est-à-dire les sujets que nous allons aborder comme la gestion intégrée et la fertilité des sols, GIF. Ça peut être par exemple l'adaptation au changement, des mesures d'adaptation au changement climatique. Donc, il y a comment on appelle, l'agroforesterie. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, la pertinence de ces formations. 2, c'est l'efficacité des techniques agricoles durables adoptées. Donc, il va falloir que les techniques que nous voulons promouvoir soient vraiment des techniques qui ne seront pas discutées demain. C'est-à-dire des techniques que nous allons employer déjà à la fin du projet. Ces techniques-là seront en train d'être discutées. Donc, il faut que ça soit des techniques vraiment efficaces qui vont durer dans le temps et permettre vraiment aux bénéficiaires de pouvoir suffisamment en bénéficier. Je ne refuse pas, il peut arriver qu'à la longue, que certaines techniques soient remises en cause. Hein. C'est comme aujourd'hui dans le secteur agricole au Bénin. Il y a des techniques agricoles que nous employons qu'on employait du moins depuis des années 2000 et qui aujourd'hui ont démontré des faiblesses et de nouvelles technologies sont en train d'être testées. Donc, ces nouvelles technologies, d'ici l'année prochaine, vont commencer par être vulgarisées dans le milieu agricole. Autre chose, c'est la durabilité des infrastructures, les systèmes d'irrigation qu'on aura à mettre en place, la gestion de l'eau, c'est très important. Nous avons aussi le respect de l'environnement. Désolé, je vais couper le courant. Je vais te brancher. OK, merci. Donc, voilà autant de critères qu'on peut citer à ce niveau. Maintenant, en termes d'indicateurs de performance, on vient à suivre évaluation, comment formuler les indicateurs de performance. Donc, ici, nous avons le taux de satisfaction des clients, qui est le pourcentage d'agriculteurs formés qui appliquent les nouvelles techniques agricoles sur leur terre. Donc, ça, c'est le taux de satisfaction. Parce que si quelqu'un n'est pas satisfait, il ne va pas appliquer.
Nous avons l'augmentation de la productivité. Donc, ça sera calculé par le taux d'augmentation des rendements agricoles dans les fermes participantes. Nous avons le niveau de durabilité des infrastructures mises en place. Par exemple, le pourcentage des systèmes d'irrigation fonctionnant après 6 mois. Nous avons la réduction de l'érosion des sols et de l'amélioration de la qualité de l'eau. Nous allons mesurer par des tests environnementaux. Et enfin, le nombre de formations et d'actions de sensibilisation réalisées. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. OK. WhatsApp? OK. Désolé. OK. C'était une urgence. OK. On évolue. Donc, en termes de indicateurs de performance, voilà ce qu'on peut retenir. La troisième question, c'était le plan de gestion de la qualité. Donc ici, il faut dire que c'est un plan de gestion synthétique. Donc, synthèse du moins, donc c'est juste une synthèse. Sinon, un plan de gestion de la qualité, c'est un document en bonne et due forme que nous n'aurons pas le temps de pouvoir faire dans la phase gratuite, mais dans la phase payante, on aura vraiment le temps de pouvoir élaborer ce document de A à Z. Donc ici, c'est juste une synthèse. Donc les actions de prévention que nous pouvons mener ici dans le cadre de notre projet, c'est la sélection des formateurs et des partenaires. C'est très important. Donc on ne peut pas prendre n'importe quel formateur pour dire de venir former les producteurs sur la gestion intégrée et la fertilité des sols, sur l'adaptation au changement climatique, sur d'autres thématiques clés comme l'agroécologie et autres. On ne peut pas prendre n'importe qui. Il faut prendre forcément des gens qui ont de l'expérience. Nous avons l'étude de faisabilité et d'impact aussi. Donc, avant de mettre en œuvre la technologie agricole, nous devons effectuer des études pour évaluer les conditions locales et s'assurer que les pratiques proposées sont adaptées aux besoins des agriculteurs. C'est très important. Nous avons la planification des infrastructures aussi. Il faut concevoir des infrastructures adaptées. Donc, il ne faut pas amener des choses qui vont fatiguer les producteurs. Nous avons les actions d'évaluation aussi et puis maintenant les actions de contrôle. En termes des actions d'évaluation, nous avons l'évaluation préalable, les contrôles réguliers, nous avons l'évaluation de formation. Et les outils qu'il faut utiliser, nous avons le diagramme de Pareto, nous avons le diagramme de flux, nous avons le tableau de bord, l'audit de qualité. Donc, nous allons voir un peu plus loin tout ceci. Donc, nous allons voir un peu plus loin tout ceci dans le développement qui va suivre. Voilà là où on devait s'arrêter hier. Donc, à cause du temps, on n'a pas pu terminer. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est le module 3 et le module 4. Donc, le module 3 porte sur le management de la qualité dans un projet d'entreprise. Dans le management de la qualité dans un projet d'entreprise. Le processus d'amélioration contenu dans une organisation, c'est par là que nous allons commencer. Donc, l'amélioration continue est très important. Très important. Donc, l'objectif principal de l'amélioration continue est de renforcer la compétitivité de l'entreprise en optimisant ses ressources internes, en réduisant les coûts, en améliorant la qualité et en augmentant la satisfaction des clients. Donc, l'amélioration continue en réalité cherche 4 éléments que je viens de citer. C'est l'accroissement de l'efficacité, c'est la réduction des erreurs, c'est très important. Hier, j'ai pris un exemple sur la fabrication du palmida. Donc, la
favoriser l'innovation et puis maintenant renforcer la culture organisationnelle. C'est très important. La culture de la qualité doit être vraiment l'élément clé dans une entreprise. Donc, si une entreprise n'a pas la culture de la qualité, cette entreprise-là ne va pas faire long feu. Donc, les méthodes, les modèles et méthodologies d'amélioration, nous avons plusieurs. Et le premier qui vient en tête, c'est le cycle PDCA. J'en ai parlé lorsque je faisais l'historique de la gestion de la qualité. Donc, au niveau de l'outil PDCA, PDCA c'est un sigle. Le P veut dire planifier. En anglais, c'est plan. Et le D veut dire faire. En anglais, on va dire do. Le C, c'est check. Et en français, on va dire vérifier. Et puis maintenant, le A qui est act, qui veut dire agir en français. Donc, quand on dit planifier, ici, c'est d'abord identifier les problèmes ou les opportunités d'amélioration. C'est de définir des objectifs clairs, des actions à mettre en place et des indicateurs de performance. Et enfin, c'est d'élaborer un plan d'action pour résoudre les problèmes identifiés. Donc, quand on veut utiliser ce modèle-là, c'est de travailler à identifier tout ce qui est erreur, tout ce qui est problème, ou bien tout ce qui est opportunité d'amélioration. On suppose que dans notre usine de fabrication de Palmida, nous avons remarqué que nous avons des machines qui ne fonctionnent plus à plein temps. Peut-être des machines qui fonctionnaient à plein temps qui n'arrivaient plus à fonctionner à plein temps. Ça, c'est par exemple un problème que nous avons identifié. Ou bien, par exemple, nous avons un fournisseur qui nous fournit une matière première qui est très importante dans la production de notre Palmida. Et on a remarqué que depuis un moment, il n'arrive plus à nous approvisionner en termes de matières premières. Ça, par exemple, c'est un problème pour une entreprise. Ou bien, par exemple, nous avons une ressource humaine qui peut-être a commencé par être démotivée, donc qui ne donne plus le meilleur d'elle-même. Ça, c'est par exemple un problème que nous avons identifié. Donc, sur la base de ces problèmes, au niveau du P de cet outil, c'est que c'est ces problèmes-là qu'il faut identifier. Ensuite, on va définir maintenant des objectifs et des actions à mettre en place et des indicateurs clés de performance pour les machines qui sont gâtées. Quel objectif on se fixe pour pouvoir mettre la machine en état comme c'était? Est-ce que c'est de remplacer? Est-ce que c'est de repasser? Et de remplacer? Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place? Maintenant, quels sont les indicateurs qui vont nous permettre dans le temps de pouvoir savoir que nous sommes vraiment en train d'amener cette machine en état ou bien nous sommes en train de mobiliser des ressources pour acheter une nouvelle machine, etc. Donc, voilà comment chaque problème sera touché en définissant des objectifs liés à chaque problème, en définissant des activités clés à mettre et associer à ces activités des indicateurs de performance clairs. Et cela maintenant sera sanctionné par un plan d'action où nous aurons les problèmes qui sont là, quels sont les objectifs, quelles sont les actions à mettre en œuvre, quels sont les indicateurs de performance, dans quelle période nous allons mettre ces activités, qui est responsable de cela, qui est responsable associé, etc., etc. Donc là, nous avons fini la première étape. Et vous savez, quand on planifie quelque chose, c'est pour exécuter la chose. Donc là, ça nous amène au deuxième niveau qui est le faire. Donc, nous allons mettre en œuvre les actions planifiées à une échelle réduite ou bien à une petite échelle et maintenant collecter des données pendant la mise en œuvre pour pouvoir évaluer les résultats. Donc, c'est clair ici. Donc, nous allons mettre les actions planifiées à une échelle réduite, donc pas à grande échelle. Et cela va nous conduire au troisième point, donc qui est le check, donc où nous aurons à analyser les résultats des actions mises en œuvre, à comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés au départ, à identifier les écarts et puis maintenant comprendre les causes. Et cela va nous amener au dernier point. Si les actions sont efficaces, les généraliser, les standardiser. En fait, c'est l'objectif de l'outil. C'est pour cela qu'on a parlé de à petite échelle. On est d'accord. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. On a détecté, par exemple, dans notre usine de production de Palmida, qu'il y a plusieurs équipes. Donc, il y a une équipe peut-être qui s'occupe de traiter, par exemple, les matières premières. Peut-être que quand les matières premières viennent, on ne les prend pas comme ça en même temps.
Donc, il y a une équipe qui s'occupe de ça. Il y a une autre équipe peut-être qui s'occupe du mélange, du processus de fabrication et une autre équipe qui s'occupe peut-être du conditionnement. Donc, on a 3 équipes. Et on a identifié une démotivation au niveau du personnel en général. Donc, on ne sent pas chacun ne donne plus le meilleur de lui-même, mais on ne sait pas où se trouve le problème. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, au lieu de chercher à identifier forcément, au lieu de chercher du moins à mettre en œuvre la solution au problème que nous avons identifié au niveau de toutes les équipes, nous allons choisir une équipe. Ça peut être par exemple au niveau de la matière première, ou bien ça peut être au niveau de la production en elle-même, ou bien au niveau du conditionnement. Et à ce niveau, on va mettre en œuvre tout ce qui est solution que nous avons proposé au niveau de l'équipe en utilisant l'outil PDCA. Et au niveau du A, nous allons conclure maintenant pour voir est-ce que tout ce qu'on a mis comme action a pu déclencher la motivation du personnel qui est là? Est-ce que cela a pu améliorer? Est-ce que cela a pu booster ces différents-là? Si on peut dire oui, ça veut dire que les outils, les techniques, les actions que nous avons utilisées ont pu porter ses fruits. Par conséquent, nous allons généraliser ça au niveau des 2 équipes. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on utilise l'outil. Donc, quand on identifie un problème dans un ensemble, on prend juste un échantillon pour pouvoir tester les solutions. Et si à la fin, on remarque que ça a donné de bons résultats, on généralise. Donc, voilà un peu comment s'utilise cet outil-là. Nous avons un troisième outil qu'on appelle la méthode de Six Sigma, qui est une méthode, qui est une approche plus spécifique qui se concentre sur l'élimination des défauts dans les processus en utilisant des outils statistiques pour mesurer et analyser les écarts. Donc, l'objectif est d'atteindre un niveau de performance de 6 sigma, c'est-à-dire seulement 3,4 erreurs par million d'opportunités. Vous voyez? Donc, la méthode se repose sur un sigle aussi qu'on appelle DMAIC. Donc, le D qui veut dire définir les problèmes ou le projet. Donc, c'est un peu similaire à ce qu'on vient de voir. Donc, on va définir les problèmes ou le projet. Ensuite, c'est de mesurer le processus actuel, ce qu'on a actuellement, analyser les données pour identifier les causes des problèmes, améliorer, c'est-à-dire mettre en œuvre les améliorations et enfin maintenir les améliorations à long terme et standardiser les processus. Donc voilà la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est la méthode du Learn Management, qui est une méthode qui est aussi utilisée beaucoup plus en management de projet. Donc cela se concentre sur l'élimination du gaspillage. Lui, c'est beaucoup plus le gaspillage. Quand on sera en gestion des ressources humaines dans un contexte projet, je vais encore revenir sur ce type-là. Vous allez voir que lui, il est beaucoup plus catégorique. Lui, c'est l'élimination du gaspillage et l'optimisation des ressources. Donc, l'objectif est de maximiser la valeur ajoutée tout en réduisant les activités qui n'ajoutent pas de valeur. Donc, comme les stocks excessifs, les déplacements inutiles ou bien les temps d'attente. Donc, généralement, c'est souvent dans des entreprises, par exemple, de production ou bien dans des entreprises BTP, voilà, que c'est souvent dans ces entreprises-là que ces méthodes sont beaucoup plus utilisées. Parce que là, on veut maximiser le profit et on a aussi beaucoup d'activités et parfois on trouve que certaines activités sont inutiles. On peut se passer de ces activités-là. Donc, les principaux outils qu'on utilise, c'est la cartographie des processus pour identifier et supprimer les activités sans valeur ajoutée. C'est les 5 S aussi, c'est-à-dire trier, ranger, nettoyer, standardiser et puis maintenir. Donc, pour créer des environnements de travail plus efficaces, c'est le Kaizen aussi, c'est-à-dire amélioration continue. On va voir ça beaucoup plus dans notre prochain module qui parle de l'évaluation d'impact économique, social et environnemental de projet. Donc, à ce niveau, je vais prendre suffisamment le temps pour vous expliquer cet outil-là. Donc, voilà un peu une autre méthode. Donc, ici, je vais beaucoup plus me focaliser sur ces 3 méthodes. La méthode PDCA, la méthode Six Sigma et la méthode Learn Management. Il y a 3 autres méthodes qu'on va voir, mais ça sera forcément à la phase payante. Ici, nous avons les étapes du processus d'amélioration. Les étapes du processus d'amélioration, nous avons 6 étapes.
La première étape, c'est l'identification des opportunités d'amélioration. Parce que quand on est dans une entreprise, forcément, il y a de l'amélioration qui est au centre. Parce qu'on veut du profit, on veut maximiser du profit. Dans ce cas, on est obligé de pouvoir être dans une dimension d'amélioration permanente parce qu'il y a la concurrence qui naît, il y a des entreprises qui naissent de jour en jour avec des nouveautés, avec des technologies de pointe. Donc, si nous, on est toujours au même niveau, on ne va pas du tout avancer. C'est comme par exemple la compagnie, l'entreprise par exemple Nokia et aujourd'hui l'entreprise de iPhone. Vous allez voir que l'iPhone, eux, ils cherchent toujours à s'améliorer et nous avons toujours de nouvelles versions qui sortent, même si la version suivante n'est pas trop loin de la version précédente, ça montre quand même des efforts d'amélioration. Alors qu'au même moment, il y a d'autres marques, depuis qu'on les a connues, c'est toujours de la même manière qui sont restés jusqu'à ce jour. Donc, c'est très important d'identifier les opportunités d'amélioration. Donc, cela peut être fait à travers des retours des clients. Donc, on peut faire, par exemple, on peut lancer une enquête de satisfaction au niveau des clients par rapport à notre produit, comment vous l'appréciez, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour que ça puisse être encore meilleur ou bien peut dépasser vos attentes. Donc, ils vont répondre à tout ceci. Il y a l'observation aussi, il y a les outils internes ou bien des réunions que nous pouvons aussi organiser pour prendre l'avis de tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens dans l'équipe qui ont de très belles propositions parce qu'on ne leur donne pas la parole, on ne peut vraiment pas entendre ces propositions-là. Donc, donner l'occasion à chacun de se prononcer sur ce que fait l'entreprise, sur ce qu'on peut faire pour que l'entreprise puisse améliorer ses biens, ses services, ses processus et autres pour pouvoir encore rentabiliser davantage. Donc, on va collecter un ensemble d'informations, on va les analyser et on ne peut pas tout faire. On va primer ceux-là ou bien ces opportunités d'amélioration là qui auront vraiment de poids et qui vont avoir une incidence significative sur l'amélioration du revenu, l'amélioration des bénéfices de l'entreprise. Donc, ce sont ces opportunités-là que nous allons planifier, puisque nous allons les traduire en action, que nous allons planifier. C'est ça qui sera la deuxième étape. Et à ce niveau, nous allons définir des objectifs clairs. Nous avons élaboré un plan d'action et puis maintenant identifier les outils qui vont nous permettre de pouvoir mettre en œuvre ce plan d'action. Et l'étape 3, c'est de mettre en œuvre ce plan d'action. Et tout ce qu'on aura à faire, on aura besoin forcément de la compétence. Donc, on doit former du personnel. On va mettre tout le monde au même niveau d'égalité, c'est ça l'équité. Donc, donner les mêmes chances à tout le monde. Donc, tout le monde doit avoir les mêmes chances, tout le monde doit avoir les mêmes opportunités afin de pouvoir faciliter la mise en œuvre de ces actions. Et vous savez, en matière de gestion de projet, quand on démarre la mise en œuvre d'une action, forcément le suivi va suivre et par moment des évaluations seront faites. Donc l'étape 4, ça sera le suivi et l'évaluation. Et si, par exemple, ces opportunités que nous avons identifiées et que nous avons mis en œuvre ont permis à donner des conclusions où nous avons vu peut-être des clients qui étaient partis, qui ont commencé par revenir, des clients qui ont commencé par féliciter l'effort que nous sommes en train de faire, on va faire l'étape 5 qui est la standardisation et la généralisation. Donc, si on avait d'autres produits qu'on offrait aussi, on va appliquer la même chose sur ces autres produits pour pouvoir peut-être ramener les clients qu'on avait déjà perdus. Et l'étape 6, c'est que nous allons répéter le même processus chaque fois. Et c'est ça qui va montrer que l'entreprise cherche à aller loin. Vous voyez, dans des grandes boîtes, on recrute même quelqu'un spécialement pour ça. Lui, il est là pour juste identifier les opportunités d'amélioration, de les planifier, de les mettre en œuvre, de les suivre et de chaque fois standardiser. Donc, il présente cela à la direction. Voilà, j'ai identifié telle opportunité, je l'ai testé. On peut maintenant généraliser ça sur tous nos processus. Et la direction analyse et voit l'impact et fait l'analyse de tous les côtés pour voir quel est l'impact que cela peut donner et on autorise et là, il généralise sur toute l'entreprise et ça crée du boom. Donc, voilà un peu comment on fait l'amélioration du processus dans une entreprise. Donc, les outils couramment utilisés, nous avons le diagramme de Pareto,
nous avons le diagramme de cause à effet, le diagramme d'Oshikawa, nous avons la carte de contrôle, nous avons l'analyse SWOT, nous avons le brainstorming et le groupe de discussion. Donc, c'est le schéma que j'ai fait ici. Donc, ça, de cause à effet, donc, qui nous permet de pouvoir analyser les différents M. Donc, c'est-à-dire que cet outil-là, on l'utilise souvent quand on identifie un problème et on veut savoir où se trouve par exemple le problème. Je prends notre entreprise de fabrication de palmida là. On suppose qu'il y a un client ou bien plusieurs clients qui ont acheté du palmida là et quand ils sont rentrés, ils se sont lavés, ça les a brûlé la peau. Ou bien ils ont lavé des habits avec, ça a déchiré les habits et ils se sont plaints. Ça, par exemple, nous avons un problème. Comment nous allons situer les responsabilités? Là, nous allons utiliser une analyse des causes profondes. Et là, pour pouvoir utiliser l'analyse des causes profondes, c'est là qu'on parle de diagramme de cause à effet. Ça veut dire quoi? Nous allons d'abord regarder au niveau de la main-d'œuvre. Quelles sont les erreurs commises qui peuvent engendrer cette situation au niveau des clients? Ensuite, on ira au niveau des méthodes. Au niveau des méthodes, quelles sont les méthodes qui ont été employées? On va ensuite inspecter au niveau du matériel. Est-ce que ce n'est pas le matériel qui est défectueux? Est-ce que ce n'est pas le matériel qui est à la base? Nous irons au niveau de la matière première. Est-ce que c'est la matière première qui devait être utilisée qui peut-être a été une contrefaçon? On ira aussi au niveau du milieu. Est-ce que ce n'est pas le lieu aussi qui a changé? Est-ce qu'il n'y a pas un élément nouveau qui a changé les conditions naturelles du milieu? Le management, est-ce que le management qu'il fallait faire, c'est ce même management? Nous allons aussi parler aussi des différentes mesures. Est-ce que les moyens financiers ont été mis? Donc, on va prendre chaque dimension pour rechercher, c'est ça qu'on appelle les causes profondes, pour rechercher à chaque niveau quels sont les éléments qui pourraient être à la base de ce problème que nous avons. Vous allez voir ça à la forme d'un poisson dont on a enlevé la peau, donc j'ai oublié comment on appelle le milieu là. Donc voilà, ça l'aide d'un poisson. Donc voilà un peu comment on peut, un outil par exemple qu'on utilise pour pouvoir rechercher les causes profondes d'un problème. Donc, il y a la carte de contrôle ici qui est utilisée pour la variabilité des processus. Il y a une analyse SWOT qui nous permet de pouvoir faire ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités et puis les menaces dans les processus. Il y a le brainstorming et groupe de discussion qui est un outil collaboratif pour recueillir les idées et les solutions venant des différents membres de l'équipe. Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter. Alors, quel est l'avantage de l'amélioration continue? C'est l'optimisation des ressources, c'est la satisfaction des clients accrue, c'est la culture de l'innovation et maintenant l'adaptation rapide. Parce que si on est en permanence à la recherche d'une amélioration, on ne peut qu'avancer. Et c'est ça, même dans notre propre vie, dans notre quotidien, on doit forcément chercher chaque jour à s'améliorer. Et je pense que si vous êtes à 7 heures ici connecté et vous êtes en train de suivre une formation, c'est parce que vous voulez vous améliorer dans votre service, dans vos activités, dans votre quotidien. Donc, l'amélioration continue s'applique dans toutes les dimensions de nos vies, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons, nous avons forcément besoin de l'amélioration continue. Maintenant, je vais aborder le rôle de la direction et des managers dans la gestion de la qualité. On va commencer par le rôle de la direction. Premièrement, c'est de définir la vision, la politique et les objectifs de la qualité. La direction doit savoir pour cette année quelle est notre vision, quelle est notre politique pour les objectifs de la qualité. Donc, ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Donc, la direction d'une organisation a la responsabilité stratégique de garantir que la gestion de la qualité soit non seulement un objectif, mais aussi un pilier fondamental de la culture organisationnelle. Et dans les principales responsabilités, nous avons 4. La définition de la vision, assurer la mise en place du système de gestion de la qualité, de diriger par l'exemple et encourager l'engagement de l'ensemble de l'organisation et enfin, suivi de la performance et ajustement de la stratégie. Donc, au niveau de la direction, voici les 4 responsabilités
qui sont liés et qui doivent être suivis de près par la direction. Et au niveau du manager, c'est 5 points. C'est de mettre en œuvre les politiques et les objectifs de qualité définis par la direction. C'est de former et sensibiliser l'équipe à la gestion de la qualité. C'est d'encadrer et soutenir les équipes dans la mise en œuvre des actions de la qualité. C'est de suivre et évaluer la performance de la qualité au sein de l'équipe. Et enfin, c'est d'impliquer les employés dans l'amélioration. Donc, quand on est manager dans une entreprise, quand on est responsable à divers niveaux dans une entreprise qui a défini clairement ses politiques et ses objectifs de la qualité, c'est que vous êtes les premiers répondants de cela. Donc cela va être réparti, si on a plusieurs directions, ça doit être réparti par direction et chaque direction sera chargée de pouvoir mettre en œuvre une partie de la politique et des objectifs de la qualité. Et selon la partie qui vous est confiée, donc vous êtes appelé à former votre personnel. Parce que quand on dit une direction a son personnel. Donc son personnel doit être formé, sensibilisé sur la gestion de la qualité. Et quand on finit de former, il faut forcément encadrer. Il faut encadrer, soutenir l'équipe pour que l'équipe ne déraille pas. Et il faut aussi suivre et évaluer les performances de l'équipe en termes de gestion de la qualité et les impliquer dans l'amélioration continue. On a vu comment impliquer les employés dans l'amélioration continue dans le cours passé. Donc, la collaboration entre la direction et les managers dans la gestion de la qualité. Donc, on a vu les responsabilités de la direction dans la gestion de la qualité. On a vu les responsabilités du manager dans la gestion de la qualité. Donc, les deux ne doivent pas travailler de manière isolée, non, mais les deux vont pouvoir travailler du moins ensemble, puisqu'ils doivent être alignés sur les objectifs. Voilà pourquoi le premier niveau, c'est l'alignement des objectifs. Donc, la direction doit définir des objectifs de qualité à long terme tandis que les managers traduisent ces objectifs en actions concrètes dans leur département. Donc, chacun dans son département va traduire la vision de la qualité de l'entreprise à travers les actions. Donc, eux, ils vont décliner ça à travers les actions. Et ils doivent aussi faire des retours à la direction. Ça, c'est le deuxième niveau, feedback et communication. Donc, la direction doit recevoir des retours réguliers des managers sur l'avancement des projets de qualité et sur les éventuels problèmes rencontrés. Donc, investissement aussi. Et enfin, la culture de la qualité. Je l'ai dit dans mon détail qu'il est très important dans une entreprise de cultiver la qualité. La qualité doit être au centre de la gestion. La culture de la qualité doit être au centre de la gestion d'une entreprise. Donc ici, j'ai essayé de faire rapidement un exemple de responsabilité spécifique de la direction et du manager. Quand on parle de définir la stratégie de la qualité, la direction établit une politique de qualité alignée avec la vision de l'entreprise. Le manager, lui, va traduire la stratégie en des actions opérationnelles au sein des équipes. Au niveau de l'engagement en qualité, la direction va montrer l'exemple par un leadership engagé envers la qualité. Et maintenant, le manager va promouvoir la qualité en impliquant activement les équipes. Au niveau de la suivi des performances, la direction va mettre en place des indicateurs de performance globaux, alors que les managers, eux, ils vont suivre les performances de qualité au sein de l'équipe, c'est-à-dire beaucoup plus spécifiques. Au niveau du réajustement stratégique, la direction va ajuster la stratégie en fonction des régions, en fonction du moins des résultats et des retours. Le manager va adopter les actions de qualité en fonction des défis quotidiens. Au niveau de la gestion des ressources, la direction forcément va allouer des ressources nécessaires pour la gestion de la qualité parce que la qualité, c'est des coûts. Et hier, on a vu les 4 coûts de la gestion de la qualité, à savoir les coûts de prévention, les coûts d'évaluation, les coûts de non-qualité ou bien de non-conformité interne et puis maintenant les coûts de non-qualité externe ou bien de non-conformité externe.
Et là, à ce niveau, le manager va utiliser efficacement les ressources disponibles pour atteindre les objectifs de la qualité. En matière de gestion de la qualité, ça je l'ai dit à l'entame, quand on dit gérer la qualité, c'est 4 éléments, c'est 4 phases. Premièrement, c'est la planification de la qualité. Donc, au niveau de la planification de la qualité, c'est d'identifier les critères de qualité, c'est de définir des objectifs mesurables, c'est d'établir un plan de gestion et enfin maintenant choisir les outils. Donc, quand on dit planifier la qualité, c'est les 4 étapes à suivre ça. Au niveau de la planification de la qualité, vous identifiez les critères de qualité qu'on a déjà vus. Il y a plusieurs critères qu'on a vus. À vous de voir en matière de gestion de qualité et du type de votre entreprise, quels sont les critères que vous voulez prendre. Vous allez maintenant définir des objectifs mesurables. J'ai donné des exemples. Vous allez élaborer maintenant un plan de gestion et puis définir les outils que vous allez utiliser. Ensuite, nous avons l'assurance qualité. L'assurance qualité, on l'a dit, c'est une démarche proactive qui consiste à prévenir les défauts avant qu'ils ne surviennent. Donc, normalement, si l'assurance qualité est très bien faite, c'est qu'il ne devait pas avoir de défauts qui vont surgir à la fin ou bien pendant la mise en œuvre de l'activité. Donc, pour cette étape, c'est qu'il faut créer une culture de qualité dans l'organisation où nous allons impliquer toute l'équipe, que ce soit les responsables, les employés qui interviennent dans les tâches quotidiennes, c'est de former les équipes aux bonnes pratiques à la gestion de la qualité et aux méthodes spécifiques du projet. C'est de mettre en place des processus standardisés pour garantir la conformité et l'efficacité. C'est de faire aussi des audits de qualité. Ça peut être des audits internes pour pouvoir voir la conformité aux normes et aux standards internes. Ensuite, nous avons le contrôle qualité. Et au niveau du contrôle qualité, nous avons aussi des techniques et des outils qu'il faut utiliser là, à savoir les tests et inspections. Parce que là, si c'est par exemple le parmida qu'on a produit à la fin pour faire le contrôle qualité, on va mettre dans l'eau, on va prendre peut-être une chemise, on va créer peut-être, voir est-ce que ça mousse bien, est-ce que ça respecte le poids normal, est-ce que ça respecte la forme normale, etc., etc. Et enfin maintenant, l'amélioration continue. L'amélioration continue. Donc, la gestion de la qualité ne se limite pas à détecter et corriger les défauts. Non. La clé même de la gestion de la qualité, c'est l'amélioration continue. Parce que on ne peut pas détecter les erreurs, les corriger et puis les bras. Non. On a détecté les erreurs, on les a corrigées. Qu'est-ce qui a été à la base de ces erreurs-là? On les détermine et pour les prochaines fois, c'est que on sait comment faire pour pouvoir éviter, pour ne plus avoir les mêmes erreurs. Parce qu'une erreur, ça fait des coûts. Ça fait des coûts. Et si chaque fois il faut faire l'erreur, ça veut dire que c'est pratiquement le bénéfice que nous aurons, que nous serons en train d'injecter encore dedans. Donc, il faut apprendre des leçons et proposer en même temps des solutions pour esquiver ou bien pour contourner ces erreurs-là à l'avenir, ce qui va faire économiser de l'argent à l'entreprise, ce qui va nous permettre de pouvoir rentabiliser davantage notre entreprise. Donc, quand on dit la gestion de la qualité dans une entreprise, voici les 4 étapes. Donc, quand on vous recrute dans une entreprise pour gérer la qualité, voilà en réalité le job que vous avez à faire. C'est de planifier la qualité, c'est de faire l'assurance qualité, le contrôle qualité et puis l'amélioration continue. Et il faut dire que l'amélioration continue se documente, surtout dans les projets de développement, c'est très passionnant. Ça peut être à travers les success stories, des histoires de succès, ça peut être beaucoup d'autres outils de capitalisation que vous pouvez utiliser pour vendre l'entreprise, pour vendre le projet, pour vendre les processus, biens, services et autres. Voilà un cas pratique sur le management de la qualité dans une entreprise. Une entreprise de fabrication de meubles de bureau, qu'on appelle bureau design, a décidé de lancer un nouveau modèle de mobilier ergonomique destiné aux entreprises modernes. Ce projet vise à offrir des meubles de haute qualité qui allient design et confort. L'objectif est de répondre à la demande. L'objectif, c'est de répondre à la demande croissante pour des espaces de travail plus adaptés à la santé des employés. Le budget alloué pour le projet est de 500 millions et la durée estimée est de 12 mois.
Le projet comprend la conception, la production, la distribution et puis maintenant la commercialisation du nouveau produit. Donc, la direction souhaite garantir la qualité du produit tout au long du processus, depuis la conception jusqu'à la livraison au client. Il est donc essentiel de mettre en place un système de gestion de la qualité efficace pour éviter les défauts de fabrication et répondre aux attentes des clients. Les données de base que nous avons, c'est de lancer, l'objectif principal, c'est de lancer un meuble ergonomique de haute qualité avec une production de 1000 unités. Le coût de prévention que nous avons, ça fait 50 millions. Ça, c'est pour former les employés, la sélection des fournisseurs, les tests de matériaux. Les coûts d'évaluation, ça, c'est pour les audits internes, les contrôles de la production, l'inspection de la qualité. Ça fait 30 millions. Les coûts des échecs internes, qu'on appelle les coûts de non-conformité ou bien de non-qualité, ça, c'est les retouches de fabrication, les pertes de matériaux dues à des défauts de fabrication, 20 millions. Les coûts d'échec externes, c'est la réclamation des clients, c'est le retour de produits défectueux, c'est la réparation sous garantie, ça fait 40 millions. Donc, voilà les coûts qu'on a prévus. Donc, ces coûts-là, c'est ça qu'on appelle les coûts totaux de la qualité. Voilà, j'y arrive. C'est les coûts totaux de la qualité. Alors, on va faire un essai de réponse. Les objectifs de la qualité ici, à ce niveau, c'est d'assurer la conformité des produits, c'est de réduire les défauts, c'est de maintenir des standards de production élevés et c'est de maximiser la satisfaction des clients. Donc, en matière d'objectifs de la gestion de qualité, si c'est une entreprise de production, c'est pratiquement les mêmes choses, ça ne change pas. C'est comme l'exemple que j'ai donné au niveau du projet de développement et j'ai attiré votre attention que ça ne change pas en matière d'objectifs de gestion de la qualité. Donc, c'est juste des jeux de mots qu'on va faire. Sinon, la conformité va toujours revenir. La réduction des défauts, c'est très important. Le maintien des standards de production élevés et puis maintenant la satisfaction des clients. Maintenant, le premier niveau qu'il vous souvienne, c'est la planification de la qualité. Donc, la planification de la qualité commence par la définition des normes de la qualité et des critères de performance pour le produit ainsi que des indicateurs de qualité. Donc, je l'ai dit dans le cours. Donc, au niveau des critères de qualité, c'est la conformité aux normes ergonomiques, c'est la résistance du matériau à l'usure, c'est l'esthétique de finition des meubles, c'est le respect des normes de sécurité, donc absence de bord, tranchant, la stabilité du meuble pour que si quelqu'un s'assied, qu'il ne tombe pas, qu'il ne se blesse pas. Donc voilà les critères de qualité de notre meuble. Maintenant, au niveau du plan de gestion, on a la planification des tests de matériaux, on a la formation continue, on a la sélection rigoureuse des fournisseurs. Donc voilà les 3 éléments qui vont être dans notre plan. Maintenant, les outils que nous aurons utilisés, on a la carte de contrôle pour pouvoir surveiller la qualité tout au long du processus. J'y arrive. L'audit interne régulier pour vérifier que les processus respectent les standards de la qualité. Et enfin, maintenant, le tableau de bord pour suivre les performances de la qualité sur la chaîne de production. En matière d'assurance qualité, là, c'est pour prévenir les défauts. Donc, ce que nous aurons à faire, on a dit que l'assurance qualité commence en amont et pendant l'activité. Donc, à ce niveau, au niveau du contrôle en amont, au niveau de la sélection des fournisseurs sur la base de la capacité à fournir les matières premières, c'est-à-dire les matériaux, la formation des équipes de conception, ceux qui vont fabriquer ces meubles-là, on doit se rassurer qu'ils ont tous les mêmes compétences. Donc, on doit les mettre tous au même niveau. Même s'ils maîtrisent tous, on va faire un recyclage. Ensuite, le contrôle pendant la production, c'est la mise en place de processus normalisés pour chaque étape de production. Comment couper le bas, comment faire ci, comment faire ci. Chaque niveau aura une procédure qui est affichée. Donc, quand on vient, on va essayer de voir est-ce que les processus là sont respectés. Donc, il y aura des réunions de revue de qualité régulières. Donc, par moment, peut-être en début de journée, il peut y avoir une réunion ou bien en fin de journée, il peut y avoir une réunion pour s'assurer que tout le monde est au même niveau d'information et que tout évolue bien. Donc, c'est ce qu'il faut faire pendant. Il y a aussi des tests de contrôle aussi, des tests qu'on peut faire pendant l'assurance qualité pour s'assurer que le meuble peut supporter les charges sans se détériorer.
Peut-être que quand ils ont fini un, dessus peut-être celui qui s'occupe de l'assurance qualité peut venir m'asseoir, me coucher, je peux même sauter dessus, ainsi de suite, pour voir. Il y a aussi le contrôle visuel pour voir est-ce qu'il n'y a pas de fer, de pointe quelque part qui peut blesser quelqu'un qui peut un peu le faire. Donc, le troisième niveau, c'est le contrôle qualité. Au niveau du contrôle qualité, vous savez, c'est à la fin de la production. Donc, c'est à la fin de la production que cela se fait. Donc, on peut tester la résistance du fauteuil, taille maximale et autres. On peut faire le contrôle visuel et fonctionnel. On suppose qu'il y a des fonctionnalités que le meuble pourrait remplir. On va tester pour voir. Il y a le contrôle de stock aussi. L'inspection avant expédition parce que c'est destiné à une clientèle. Avant que le client ne reçoive, on peut faire un test avant d'envoyer ça au client. Donc, il y a l'échantillonnage aussi pour pouvoir tester. Et maintenant, enfin, le suivi et évaluation de la qualité. Donc, il y a les indicateurs qui sont là, le taux de défaut, le taux de satisfaction. Au niveau de l'évaluation des retours, on a les réclamations, les rapports de performance, donc ils sont là. Et enfin, le coût de la qualité. Nous avons le coût de prévention, le coût d'évaluation, le coût de chèque interne et puis le coût de chèque externe. Donc, ça fait 140 millions. On a juste fait la somme. Donc, il y a un autre cas sur les BTP. On ne pourra pas corriger. On va aller un peu plus vite puisque le temps nous presse. Il est déjà 28h30. Donc, il y a beaucoup de CTP là que nous aurons à faire dans la phase payante. Ceux-là qui sont déjà inscrits pour la phase payante depuis janvier, d'autres qui nous ont rejoints après, ils peuvent voir que nous prenons beaucoup plus les exercices. Maintenant, je vais finir avec les outils. Avec les outils, le premier outil, c'est le diagramme de Pareto, donc qui est basé sur un raisonnement qui stipule que 80% des effets sont causés par 20% des causes. C'est-à-dire 80% de ce qui nous arrive est causé par 20% des causes. C'est juste ce que ça veut dire. Donc, en gestion de la qualité, cet outil permet d'identifier les problèmes les plus fréquents ou les défaillances afin de se concentrer sur les causes principales des défauts et d'optimiser les ressources. Donc, comment élaborer le diagramme de Pareto? D'abord, c'est de collecter les données. Quelles sont les données qui existent? Donc, on collecte ces données. Ensuite, on va classer les causes. Et enfin, maintenant, tracer le graphique. On va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. L'entreprise Autopar est spécialisée dans la fabrication des pièces automobiles. Depuis quelques mois, la direction a observé une augmentation des retours des clients concernant la qualité des pièces produites. Donc, l'objectif est de réduire les défauts de production afin d'améliorer la satisfaction des clients et de réduire les coûts liés au retour. Après avoir analysé la situation, la direction décide d'utiliser le diagramme de Pareto pour identifier les causes principales des défauts de fabrication. Le but est de cibler les principaux problèmes et de prioriser les actions à entreprendre pour améliorer la qualité. Donc, pour résumer, c'est une entreprise qu'on appelle Autopart qui a l'habitude de pouvoir fabriquer des pièces de rechange pour des automobiles. Mais depuis un moment, ceux qui viennent dans ces boutiques-là pour acheter des pièces, ils ont remarqué que soit ça ne marche pas, soit ce n'est pas conforme, soit ça ne dure pas. Donc, et cela, ça crée vraiment de doutes et les clients se plaignent. Maintenant, nous, en tant qu'experts, on nous demande de pouvoir identifier les causes problèmes les causes principales du moins de ces défauts de fabrication là et de proposer aussi des actions à entreprendre pour pouvoir améliorer. Donc, en tant que consultant, c'est ce qu'on nous demande. Et vous savez, et on a précisé que c'est le diagramme de Pareto qu'il faut utiliser. Et pour appliquer le diagramme de Pareto, la première étape, c'est beaucoup plus la collecte des données. Donc, on nous a donné quelques données. Ils ont dit que c'est sur 3 mois qu'ils ont collecté les données. Les défauts de finition, peinture abîmée, rayures sur les pièces, on a moins 40 retours. Donc, on a 40 retours. Les erreurs de dimension, pièces mal usées, 25 retours. Les défauts de résistance, 15 retours. Les problèmes de packaging, donc 10 retours. Et les autres problèmes, si on les met ensemble, c'est 5 retours.
Donc, on va utiliser maintenant le diagramme de Pareto pour identifier les causes profondes des défauts afin de cibler les actions d'amélioration les plus urgentes. Voilà le problème qu'on soumet à notre appréciation. Donc, on a collecté, on a dit que le premier niveau, c'est de collecter. On a fait un tableau maintenant, on a mis les types de défauts et le nombre de retours. Donc, au niveau, c'est le premier niveau, ça, la collecte des données. Ensuite, le deuxième niveau, c'est de collecter. Donc, on va faire d'abord le total de retours. Donc, on va faire la somme des retours. Là, on a trouvé 95. Donc, ce qui va nous amener à calculer le pourcentage de retour. Pour pouvoir trouver les 40%, j'ai juste fait 40 sur 95 fois 100. 25 aussi, c'est pareil ce que j'ai fait et voilà ce que j'ai eu comme pourcentage. Donc, les pourcentages que j'ai eu vont m'amener à calculer ce qu'on appelle le pourcentage cumulé. Ça veut dire quoi? Ici, je vous ai déjà montré comment il faut le faire. Ici aussi, je vous ai montré comment il faut le faire. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste prendre le premier défaut. Mais observez quelque chose. Je retourne pour que vous puissiez voir. C'est un des principes clés pour faire le diagramme de Pareto. Après avoir identifié tout ce qui est, je reviens ici. Après avoir identifié tout ce qui est là comme défaut, je les ai classés par ordre décroissant. Je répète, par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand nombre de retours jusqu'au plus petit. Donc, si c'est mélangé, à vous de classer du plus grand au plus petit. Vous allez voir ici aussi, j'ai fait pareil du plus grand au plus petit. Là aussi, du plus grand au plus petit. Donc, voilà comment ça se fait. Donc, quand vous faites comme ceci, du plus grand au plus petit, vous faites maintenant le cumulé. Donc, vous mettez le premier là et vous mettez le deuxième, vous faites une somme. Ça va faire 40 plus 25, ça fait 65. 65 plus 15, 80. 80 plus 10, 90. 90 plus 5, ça fait 95. Donc, c'est quand on finit de faire ça qu'on élabore maintenant, qu'on construit maintenant le diagramme. Maintenant, il y a deux façons de faire le diagramme. Il y a la façon de pouvoir faire deux ordonnées, c'est-à-dire un ordonné à gauche et un ordonné à droite. Il y a la façon de faire juste un seul ordonné. Si on fait un seul ordonné, sur l'ordonné, on met juste les nombres de retours. Et maintenant, les types de défauts sont sur l'abscisse. Donc, les types de défauts sont sur l'abscisse. Donc, on place les types de défauts de gauche à droite, du plus fréquent au moins fréquent. Donc, c'est ça. Donc, vous allez mettre du plus, quand on dit du plus fréquent au moins fréquent, ça veut dire du plus grand au plus petit, tel que je vous l'ai dit, décroissant. Donc, en bas, sur l'abscisse, vous allez mettre du plus grand au plus petit. Donc, nous allons commencer par défaut de finition, après erreur de dimension, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, sur l'axe des ordonnées, on place les différents retours. L'ordonnée qui est à gauche, à votre gauche, on met maintenant les retours, le nombre de retours là. C'est ça qu'on met au niveau de l'ordonnée à gauche. Donc, la barre verticale correspondant aux quantités de chaque type de défaut. Donc, après, ça va vous permettre de pouvoir construire une courbe cumulative qui montre le pourcentage cumulé des retours de chaque catégorie. Donc, cela va nous conduire à un diagramme et c'est ce diagramme-là qu'on appelle le diagramme de Pareto. Donc, cette courbe-là qu'on va trouver, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir faire l'analyse qui suit. On n'a vraiment pas le temps de pouvoir rentrer, de manipuler les choses, mais je pense qu'à la phase payante, on va prendre tout le temps parce que là, on n'a pas la pression de temps, on pourra vraiment faire les choses. Mais avec les explications que j'ai données, si vous avez un petit niveau en mathématiques, normalement, vous devez comprendre de quoi je parle. Donc, l'analyse maintenant que nous allons faire, une fois que le diagramme de Pareto tracé, voici ce qu'on va observer. Les défauts de finition, c'est-à-dire peinture abîmée, rayure, représentent 40% des retours. Et quand vous regardez le tableau, vous allez voir que ça fait 40%. Donc, ce type de défaut est donc la principale cause de mécontentement des clients parce que nous avons eu plus de retours pour ça. Les erreurs de dimension représentent 25% des retours, ce qui est également significatif. Les défauts de résistance et les problèmes de packaging représentent respectivement 15 et 10%. Donc, ce qui reste important,
mais moins prioritaire par rapport aux deux premières catégories. Donc, les autres problèmes ne représentent que 5% des retours et sont donc moins importants à traiter. Donc, quand vous regardez le tableau ici, vous allez voir que c'est l'analyse qu'on peut faire à travers les pourcentages que nous avons trouvés. Maintenant, quelles sont les actions correctives qu'on peut faire? Au niveau de l'amélioration des processus de finition, c'est de revoir un peu les processus de peinture et de finition pour identifier les causes de rayures. C'est de former les opérateurs à la manipulation délicate des pièces pendant la finition. Peut-être que quand ils finissent, ils laissent ça par terre, ça gratte, ou bien conserve mal et les pièces là se touchent et se gratte. C'est pour cela que la peinture se détériore. Donc, il faut revoir tout ceci. L'autonomisation de certaines étapes de finition aussi, c'est très important. Au niveau de l'amélioration du contrôle des dimensions, puisque finalement, c'est les trois problèmes là qu'on a pu identifier. Donc, il faut investir dans les équipements, il faut mettre en place un contrôle de qualité, il faut faire une formation continue des employés. Nous avons au niveau de la surveillance des autres causes, c'est pour les défauts de résistance et les problèmes de packaging. Des actions peuvent être mises en place, mais elles doivent être de moindre qualité. Donc, pour les défauts de résistance, il peut être utile de revoir les matériaux. Et pour la dernière cause, l'entreprise pourrait renforcer les contrôles d'emballage. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir au niveau du diagramme de Pareto à travers ce cas. Ensuite, nous avons le diagramme des flux qui est aussi utilisé, qui est un outil pour visualiser les étapes d'un processus afin de comprendre son déroulement. Son objectif, c'est de visualiser les processus et d'identifier les points d'amélioration. Comment élaborer ce diagramme-là? C'est d'identifier d'abord les étapes, de recenser toutes les étapes du processus de production ou de service. C'est la création du diagramme, représenter chaque étape, c'est faire l'analyse après. Ici, on n'aura vraiment pas le temps à faire d'exercices. Et les 5 S, on les a déjà vus tout à l'heure. Donc, la carte de contrôle ici, qui est un outil statistique utilisé pour suivre la performance d'un processus au fil du temps. C'est le premier outil en matière de gestion de la qualité. Quand je faisais l'historique de la gestion de la qualité, vous allez voir que c'est le premier outil à partir des années 1920 déjà. La carte de contrôle, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la feuille de contrôle. Sinon, au départ, le nom, c'est la carte de contrôle. Mais aujourd'hui, on parle de feuille de contrôle. Donc, c'est du même outil. Donc, pour l'élaborer, premièrement, c'est de collecter des données. Ensuite, c'est de tracer la carte et d'analyser les résultats. Donc, maintenant, on va faire une analyse comparative. C'est là que je vais finir. Et nous allons faire le débat global. Peut-être si vous avez des questions à ce moment, des apports surtout. Donc, ici, nous avons les outils, les logiciels. On a MS Project, Trello et puis Jira. Trello et Jira, c'est payant. C'est une plateforme qui est disponible en ligne. Vous pouvez aller prendre des droits d'accès. Et quand vous allez là-bas, vous avez 30 jours d'utilisation gratuite et le reste, vous payez soit on vous coûte. Donc, j'ai fait la comparaison selon le type, selon l'interface, selon la méthodologie, selon le suivi des performances, selon la facilité d'utilisation, selon le coût, selon la fonctionnalité avancée. Et dans ce programme de formation, nous offrons gratuitement MS Project. Ceux qui ont déjà suivi la formation, ils peuvent le témoigner. On leur a offert, même 5 francs, ils n'ont pas payé pour ça. On leur a offert ça gratuitement et beaucoup d'autres outils qu'on a offerts aussi gratuitement. Donc, vous n'allez pas débourser assez de fonds et pendant la formation, on va encore vous vendre des outils. Non. OK. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous dans ce jour 2 en matière de gestion, en matière de management de la qualité. Donc, on a vu au premier abord comment on fait le management de la qualité dans un projet de développement. Après, on a vu d'entreprise et maintenant, on a vu quelques outils. Je tiens à souligner que c'est une formation gratuite. Donc, c'est un niveau gratuit. Donc, c'est des bases que nous avons données. Et à la version payante qui va démarrer le lundi, nous allons aller en profondeur des choses pour vous expliquer encore certaines choses encore plus loin. Ceux qui ont suivi la formation ont suivi l'évaluation gratuite et payante. Ils ont eu le temps de faire la différence entre les deux.
La phase gratuite, c'est pour vous donner les bases de la notion, par exemple en management de la qualité. Et maintenant, quand nous allons aller à la phase payante, nous allons aller dans les spécificités. Le temps que nous n'avons pas eu pour faire des exercices pratiques, pour manipuler les outils, pour voir comment on trace les différents diagrammes, le temps qu'on n'a pas eu de faire ça ici, nous allons faire ça au niveau de la phase payante. Ça sera animé par des travaux individuels, des travaux de groupe. On va faire des plénières et autres. Donc, voilà un peu ce qui va se passer pendant les 14 prochains jours. Merci, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne maintenant la parole pour les questions, pour des commentaires, apports et autres. Merci. Si vous voulez réagir, vous levez juste la main. Oui. Merci beaucoup, M. Jacques. Merci beaucoup, M. Jacques. Je viens à peine de prendre le train déjà en masse. J'étais loin. J'étais à l'état de 15 à 17 minutes déjà. Mais par rapport au. Moi, je vais un peu me ramener par rapport au cours payant en suivi évaluation des projets que je vous ai promis bien avant le démarrage. Mais, voilà. Mais vu le retard déjà mis par rapport au recensement que je suis en train de faire en Guinée, je suis à l'intérieur, dans un district, il n'y a pas de réseau. J'ai appelé l'autre fois Faoulan, je m'ai informé par rapport à la situation. Je suis vraiment en retard. Vous êtes déjà à une semaine, vous êtes dans la deuxième semaine déjà. Vous allez beaucoup m'excuser. C'est le réseau qui fait que je ne suis pas avec vous. Mais c'est les 5 modules que moi je m'attendais bien. Vous le savez déjà, depuis le mois de février que je vous ai informé. Mais c'est par rapport au recensement là, la commune rurale auquel on m'a envoyé, le réseau n'est pas si stable. Et l'autre fois, j'ai informé à Paula, c'est-à-dire de vous mettre en copie par rapport à ma situation. Et par rapport au coût, voilà. Et par rapport au coût de management des projets, encore, la phase gratuite, il avait partagé avec moi, mais la zone auquel j'étais encore, le réseau n'était pas vraiment stable. C'est ce qui a fait aujourd'hui, je suis venu dans la commune urbaine pour rendre visite à la famille, juste pour la fête de Tabaski. Je l'ai pris encore le samedi soir. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ma situation. Sinon, je suis disponible à payer le montant demandé. Je ne sais pas, et comme je suis déjà en retard, qu'est-ce que vous allez faire avec ma situation? Qu'est-ce que vous vous proposez par rapport à mon cas? C'est le deuxième module. Je vous remercie. Que nous sommes en train de faire actuellement. Ça veut dire que vous avez juste raté le premier module et il reste encore 4 modules. Ça veut dire que pratiquement vous n'êtes pas encore en retard. Donc, et que ça soit la version gratuite ou la version payante, on enregistre toujours. Seulement, la différence, c'est que la version gratuite, nous laissons ça sur notre chaîne YouTube et la version payante, c'est dans un cloud. Et seulement ceux-là qui ont payé ont accès. Donc, vous pouvez, dès que vous avez une bonne connexion, vous pouvez télécharger et suivre à votre rythme et nous rendre les TP autant importants. Les TP sont très importants. Sans TP, vous n'avez pas la certification. C'est ça. Ok, c'est par rapport, comme je vous l'avais bien annoncé, bien avant le démarrage de la phase payante, en suivi évaluation des projets. J'avais suivi une semaine avec la mine impériale à Gekedou. Et j'avais suivi avec lui sur le logiciel Komo Toolbox et le logiciel SPSS en suivi évaluation des projets. Mais franchement, par rapport aux deux logiciels, le temps était vraiment peu. Le temps était vraiment peu et on ne pouvait pas franchement être vraiment dans le bain réel du module. Sinon, franchement, il était à la hauteur. Franchement, il nous a bien formés. Mais vu le temps était peu par rapport aux deux modules, c'est-à-dire aux deux logiciels,
Si, je ne sais pas si vous avez déjà entamé En le fait, logiciel nous, Kumo Toolbox on n'a pas utilisé et le le logiciel SPSS. SPSS. Nous, on a beaucoup plus utilisé Excel. Parce que Excel est facile, est d'abord familier, facile d'utilisation et plus de fonctionnalités, a plus de fonctionnalités. Donc, nous, à la place de SPSS, c'est Excel. Sinon, Kobo Toolbox, Kobo Collect, ODK, pour ceux qui ont suivi la formation, vous pouvez les demander. Ils sont même meilleurs que moi maintenant. Donc, ils ont vraiment la maîtrise par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça. C'est déjà que franchement, c'est le logiciel auquel que je m'attendais beaucoup parce que la majorité de nos activités en Guinée, ici, dans les enquêtes, par exemple, dans les campagnes de vaccination, dans les petits projets, les petites activités, souvent c'est sur les logiciels là. Et si moi je rate déjà le logiciel Como Toolbox, ODK Connect, Como Connect, déjà moi je me dis déjà que je suis à l'état, mais j'aimerais demander une doléance vers vous quand je serai de retour dans la commune urbaine auquel le réseau est fiable Non, vraiment pour suivre les cours comme je suis en train de les suivre aujourd'hui. Si vous pouvez reprendre pour moi, c'est bon. Et au moins, s'il n'y a pas ça, c'est temps. Et si vous pouvez aussi partager les modules avec moi, et franchement, pas de ça serait souci. bon pour moi. C'est Avec les mêmes grand doléances que plaisir, j'avais demandé l'autre fois à lors d'une Paoulam présentation de vous les en ligne, transmettre. on a déjà échangé par rapport à ça. Donc, il connaît comment la maison fonctionne. Pour partager quoi que ce soit avec quelqu'un, c'est que la personne a tout au moins payé régulièrement une tranche pour la formation. C'est la seule porte d'accès. Et là, comme ça, on peut partager tous les documents avec vous, vous recevoir autant au porteur, etc., etc. Il y a par exemple des gens qui ont payé la totalité de la formation à la 5e promotion, mais ils n'ont jamais été disponibles parce qu'ils étaient sur d'autres fronts. Ce n'est qu'à la 6e promotion, ils ont eu le temps et on les a pris. Et ce n'est pas qu'ils ont encore payé. Ils sont venus pour pouvoir suivre maintenant parce que c'est maintenant qu'ils ont le temps. Donc pour nous, vous pouvez payer aujourd'hui, si Dieu nous prête longue vie, même dans 2 ans, 3 ans, dès que vous êtes prêts, vous pouvez toujours venir rattraper le train sans payer encore nécessairement. Donc voilà un peu comment ça marche. Je Ok, et par rapport à la paye, les autres, les collègues, vous confirme, allez je me permettre confirme Pas ça, de je souci. confirme effectivement ça c'est de mon cas. Je confirme, Célestin, papa Célestin, je confirme. Oui. Ok, merci. Merci beaucoup, mon cher, et vous allez beaucoup m'expliquer et je vous ai coupé vraiment le fil par rapport au module de Ce management qu'on des va faire, projets ce qu'on va faire, auquel il y a des gens qui sont déjà appréciés par rapport au questionnaire, la phase questionnaire. voilà, c'est ce que j'allais Et j'ai proposer déjà pris beaucoup de pour que temps, les gens mais ne je perdent vais pas de échanger temps. avec M. Jacques après la clôture Super. C'est de mieux comme la ça. phase gratuite. Donc, par rapport Je vais à l'appeler à deux. André là-bas, On par va rapport échanger au sur le WhatsApp. paiement, c'est M. Joseph qui gère ça. Voilà, Si vous merci beaucoup. pouvez faire le C'est paiement, mieux comme ça, c'est M. mieux. Jacques. Vous Il allez beaucoup prend souvent m'expliquer. compte chaque paiement. Merci beaucoup. OK, merci. OK, merci beaucoup. Effectivement. Entre-temps, il y a M. Emmanuel qui Je, a levé la main. je le confirme, je le confirme. Il m'a déjà dit. Oui, merci beaucoup, Monsieur Jacques. Merci pour la qualité de la formation. Moi, j'ai juste une curiosité, c'est de demander s'il y a un lien entre l'assurance qualité dont vous parlez ici, dans les différentes phases, planification, assurance qualité, contrôle qualité, amélioration continue là. Je voudrais savoir si l'assurance qualité a un lien avec les assurances, les mesures d'assurance qu'on connaît souvent là, assurance Oui. automobile, assurance Bon, il vie, n'y tout a ça aucun là. lien. Est-ce qu'il y a un Il n'y lien a aucun entre lien. les deux? L'assurance Merci beaucoup. là-bas, l'assurance dont il est question, c'est de pouvoir couvrir un certain nombre de risques. Quand on prend une assurance, il y a plusieurs types d'assurance. Assurance vie, assurance ci, assurance ça. C'est pour couvrir un certain nombre de risques. Si nous avons eu, par exemple, nous avons subi, par exemple, un accident, si on avait une assurance, c'est l'assurance qui prend ça en charge.
si on avait assuré par exemple notre maison et que subitement il y a eu une inondation ou bien quelque chose et la maison peut-être s'est écroulée, l'assurance va se charger de pouvoir reconstruire votre maison. Donc, ça n'a rien à voir avec l'assurance qualité dont nous parlons ici. L'assurance qualité dont nous parlons ici, c'est de pouvoir, avant qu'on ne finisse l'activité ou bien avant qu'on ne finisse une production, c'est tout. C'est ça l'assurance qualité. Il dit que si c'est à la fin, par exemple, on détecte des erreurs, des défauts, ça veut dire que l'assurance qualité n'a pas été sérieuse ou bien n'a pas été du tout faite. Parce que quand l'assurance qualité est très bien faite, au niveau du contrôle qualité, même si on voit des défauts, il y a des défauts qu'on voit et on peut accepter parce qu'on se dit que ça, ce qu'on a trouvé là, ça peut vraiment échapper à quelqu'un, ça peut échapper à un être humain. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Sinon, ça n'a rien à voir. Tu as compris, monsieur Emmanuel? Oui, ma dernière préoccupation peut-être c'est de savoir, cependant, est-ce que une entreprise peut Oui. externaliser, comment appelle-t-on, la localité externe là? Est-ce qu'une entreprise peut confier ça à une maison d'assurance et assurer son entreprise au cas où il aura la Vous savez, localité externe? les maisons En tout cas, en d'assurance fait, là, vous parlez un peu de garantie là, qu'une maison d'assurance prenne ça en charge. donc, même quand ils offrent un certain nombre de produits en termes d'assurance, et ils calculent souvent les probabilités. Si vous voulez assurer quelque chose, eux, ils calculent la probabilité. Quelle est la probabilité que ce préjudice-là arrive? Si la probabilité est forte, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas assurer. Quand on parle de coûts de non-conformité externe ou bien d'échec externe, c'est souvent des coûts qui interviennent quand le client subit un préjudice ou bien quand le client détecte un défaut et qui réclame réparation ou bien correction. Vous voyez? Or, dans une entreprise qui produit, c'est un risque qui peut survenir fréquemment. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour que l'entreprise d'assurance puisse assurer ce niveau-là, ils vont d'abord faire une inspection de votre processus. Donc, ils vont demander les normes de qualité que vous avez, c'est-à-dire les normes ISO là. Est-ce que c'est la norme ISO 9000, 9001, etc. Et ils vont lire tous les documents et voir est-ce que votre processus de production respecte ces différentes normes. Là, ça diminue la probabilité que ces cas-là arrivent. Dans ce cas, ils vont accepter assurer. Mais quand ils vont regarder les processus et ils vont constater que ce qui est là, c'est approximativement ce qui est demandé, ça veut dire que le risque qu'il y a de non-conformité est fort. Par conséquent, ils vont refuser d'assurer. C'est comme ça. Ouais, même nos véhicules que nous assurons là, eux-mêmes, ils savent que la probabilité est faible que dans une année, que la même personne puisse subir plusieurs accidents avec le même véhicule. La probabilité est faible. Et bien, s'il suffisait d'accidents, ça peut être peut-être des égratignures et autres qui ne nécessitent pas d'assurer un véhicule. C'est facile d'assurer un bus. Mais nos champs, depuis 2007, qu'on est en train de courir derrière les assureurs pour pouvoir assurer les exploitations des producteurs. Ils ont toujours refusé parce qu'il y a une dimension qu'ils ne maîtrisent pas, la dimension pluviométrie. Parce que s'ils assurent le champ de quelqu'un, ça veut dire que s'il n'y a pas plu, il a mauvais rendement. S'il a pris un crédit, il est en impayé. Donc, ils seront dans l'obligation de payer le crédit du monsieur puisqu'il a payé l'assurance. Donc, pour contourner cela, ils nous disent bon, que ce qu'eux ils vont faire, ils ne peuvent pas assurer l'exploitation, mais c'est le producteur même qui vont assurer. Parce qu'ils savent que dans une campagne agricole, la probabilité est faible que sur 100 producteurs assurés, que les 100 meurent. Mais la probabilité est forte que sur 100 producteurs assurés dans une même situation géographique, que ces 100 producteurs soient frappés d'une sécheresse. Et là, par conséquent, ils vont débourser encore beaucoup. Donc, c'est des gens qui calculent. Donc, pour répondre à votre question,
c'est pour vous dire que c'est en fonction du type d'entreprise, en fonction de l'inspection des différents processus de l'entreprise que l'assurance va accepter ou bien va carrément refuser. Je ne sais pas si M. Emmanuel a compris. Ok, super, super. Oui, M. Michel. Oui, M. Jacques, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Jacques, merci beaucoup. Pour moi, ma question, c'est un peu en lien avec la question de Monsieur Emmanuel. J'aimerais juste savoir, juste une curiosité pour voir, est-ce que l'assurance de la qualité, on peut le dire que c'est un système de suivi avec certitude, la mise en œuvre d'un projet, c'est ça? Le suivi, oui. Oui. Oui, si vous utilisez ça. Parce que, bon, avec l'assurance, que oui, on est en train de bien travailler, on est en train de bien mener, c'est ça un peu, je vais dire quoi. Hier, j'ai fait la différence entre le suivi. Oui, l'assurance, oui, avec une assurance. Oui. Donc, pardon? Si vous vous rappelez, on a dit que le suivi est permanent. Depuis le démarrage de l'activité. Ah, certainement, peut-être c'est ce qui m'a échappé. La qualité aussi est aussi permanente. Mais la différence est que l'assurance qualité commence même avant l'activité. Alors que le suivi, c'est quand l'activité démarre que le suivi commence. Voici le premier niveau, la première différence. L'assurance qualité démarre même avant que l'activité démarre et pendant l'activité. Alors que le suivi démarre le jour que l'activité a démarré. Ça fait le premier niveau. Second niveau, le suivi, lui, il est focus conformité. Est-ce que, comme je suis en train d'exécuter l'activité là, est-ce que c'est conforme? Si c'est une activité de 5 jours, aujourd'hui je suis le 3e jour, est-ce que le niveau auquel j'étais là, et je suis là, est-ce que c'est à ce niveau que je devais être? Est-ce que les ressources que je devais consommer pour être à ce niveau-là, est-ce que ces ressources-là ont été consommées? Est-ce que les techniciens qui devaient travailler, est-ce que ces techniciens-là ont été déployés? Est-ce que le travail évolue normalement? Est-ce que tout se passe dans les règles de l'art? C'est ça qu'on appelle le suivi. Mais l'assurance qualité fait focus sur le produit fini qu'on aura à la fin. Est-ce que tout ce qu'on est en train de faire là, le produit qu'on aura à la fin, est-ce que ce produit-là sera conforme à ce qu'on veut? C'est ça l'assurance qualité. Lui, il est beaucoup plus focus sur 4 éléments, pas seulement que sur la conformité. Alors que le suivi, lui, c'est conformité. L'assurance qualité va faire référence à la conformité, à la fiabilité, à la performance et à la satisfaction du client ou bien de la partie prenante. Alors que le suivi, lui, se concentre beaucoup plus sur la conformité. Je prends un exemple, toujours avec notre entreprise de Pamida. On doit produire, on a un prototype de Pamida dans l'entreprise qu'on doit produire. Déjà, est-ce que les ingrédients sont réunis? Est-ce que la ressource humaine est réunie? Est-ce que la ressource financière est réunie? Cette question que je pose là, c'est déjà l'assurance qualité qui commence. Le suivi n'a pas encore commencé. Donc, une fois qu'on démarre la production, le suivi est enclenché. Et dans le suivi va essayer de voir combien de ressources humaines on devait déployer. On devait déployer 5 personnes. Est-ce que les 5 personnes-là ont été déployées? Oui. Est-ce que les 5 personnes-là sont en train de travailler? Oui. Combien de jours on devait faire? Est-ce que avec le niveau qu'ils sont en train d'évoluer là, est-ce qu'on pourra tenir dans les 5 jours? Et on suit de près jusqu'à la fin. Ça, c'est le suivi. Maintenant, l'assurance qualité ira dans les causes profondes. Donc, l'assurance qualité va d'abord voir est-ce que le processus de fabrication de notre savon là
c'est le processus normal. L'assurance qualité va aller même pour s'assurer est-ce que les éléments qu'on a employés là sont des experts de la fabrication du savon là. Est-ce qu'ils maîtrisent le processus? Même s'ils maîtrisent, on doit faire encore le recyclage. Est-ce que dans la production, les différentes étapes sont respectées normalement? Est-ce que chaque ressource, chaque machine qui doit travailler fait ce que ça doit faire? Si la machine devait tourner 5 heures par jour, est-ce que la machine a dépassé le nombre d'heures ou bien n'a pas atteint? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, est-ce que le prototype de Parmida qu'on a, c'est ça qu'on a toujours à la fin? Et là, pour évaluer ces critères, on va regarder est-ce que c'est conforme au prototype? Oui. Est-ce que c'est fiable? Oui. Est-ce que c'est performant? Oui. Est-ce que ça répond aux attentes des candidats et des clients? Oui. Donc là, en ce moment, on va dire qu'on a fait l'assurance qualité. Maintenant, le contrôle qualité, quant à lui, l'assurance qualité a déjà affirmé que tout est bon, que tout est conforme, performant, fiable. Maintenant, le contrôle qualité va fouiller encore pour détecter ce qu'on appelle les défauts, les corrections, des choses encore que peut-être celui qui a fait l'assurance qualité n'a pas vu. Donc, lui, il va aller encore plus loin pour chercher. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va tester maintenant. Il peut prendre le Parmida là, pour laver les habits avec, pour voir si ça mousse. Il peut prendre le Parmida là, peut-être passer sur son corps, pour voir si ça va créer des démangeaisons, mais si ça va le brûler. Il peut prendre le Parmida là, pour même faire d'autres tests avec. Et quand ça va montrer les résultats que ça doit donner selon le processus, lui, il valide maintenant pour dire que le produit est bon, vous pouvez vendre. Et les gens emballent et les gens maintenant peuvent vendre. Donc, si toutes ces étapes-là sont respectées, ça veut dire normalement, quand le produit va sortir, le client ne doit pas se plaindre. Mais il arrive parfois que toutes ces étapes-là soient respectées et quand on va sortir le produit et que le produit ait des problèmes. Je prends un cas, on a produit le savon là et peut-être le savon là n'est pas compatible avec un type de peau donné. Peut-être que dans l'entreprise, on a utilisé une certaine catégorie de peau pour tester le produit et ça a marché. Donc, excusez-moi le terme, peut-être les albinos, ça ne va pas marcher avec eux. C'est un exemple que je prends. Et que peut-être un albinos achète le produit et va passer, ça le brûle. Nous, on n'avait pas prévu ça. Mais ça crée un préjudice. Donc là, il faut réparer parce que le client va se plaindre. J'ai acheté votre Parmida, ma fille, mon enfant, mon mari, mon épouse a utilisé et voilà ce que ça a causé comme préjudice. Je demande réparation. Donc vous voyez, en matière de contrôle qualité, on minimise. On ne peut pas vraiment prendre tous les paramètres. Tout comme c'est même fréquent, par exemple ici au Bénin, il y a du savon par exemple que vous allez prendre. Quand vous allez utiliser ça avec l'eau de pomme, ça mousse bien. Mais quand vous allez utiliser ça avec l'eau de pluie, ça ne mousse pas. Ou bien quand vous allez utiliser avec l'eau de marigot, ça ne mousse pas. Ça veut dire qu'avec une catégorie d'eau donnée, ça mousse. Le client peut aussi se plaindre. Vous voyez, donc autant d'exemples pour vous montrer un peu la différence entre le suivi classique que vous connaissez et l'assurance qualité. Merci. Ok. Autre question? Monsieur Galbert, Monsieur Fofana, Monsieur... Merci beaucoup, merci Monsieur Jacques. Cool. Monsieur Bakary aussi. Oui, il y a... Oui, bonsoir. Oui, moi je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi c'est juste ma première fois de participer à la session gratuite. J'ai été invité par mon collègue Michel Sa, qui me suit. Alors, je suis vraiment intéressé de discuter avec lui. J'ai été en contact avec votre admission aujourd'hui. Je vais vraiment découvrir les produits du cabinet et voir dans les prochains jours si je pouvais aussi m'inscrire
pour la formation, gestion de projet, suivi et évaluation. Oui, monsieur Fofana. Merci beaucoup, vraiment, c'est intéressant. Donc, merci beaucoup, monsieur Bakari. Oui. Hello, Ok. monsieur Fofana. Vous avez levé la main. Ok, c'est peut-être une erreur. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ceux-là qui n'ont pas mon numéro, je suis au plus 229 01 66 51 82 26. Plus 229 01 60. Oui, plus 229 01 66. Tu peux le répondre, s'il te plaît, lentement, s'il te plaît. Plus, ouais. Ok. Oui, monsieur. Oui. Je suis en ligne. Donc, plus, j'ai bien suivi votre intervention. Il n'y a pas tellement de questions à poser ce soir, mais peut-être. Oui. Allô? Les numéros. Allô? On était presque à la fin, hein. 66. Oui, je viens d'envoyer. Allô? Moi, je pense que quand M. Jacques va mettre ça dans le chat, c'est plus mieux. Et là, on peut le voir à tout moment. Merci beaucoup. Il est là déjà. On va discuter. Ok, merci. On est déjà presque à la fin. Il nous reste juste 4 modules. Non, si on fait ce module, il va nous rester 3. Donc, normalement, en août, on va lancer la deuxième vague. Donc, parce que nous avons 2 vagues à 1. Voilà. Merci à tout un chacun. Oui, on a 2 vagues à 1. Voilà. Ah, vous avez 2 vagues. Ok. Bon, ça va, on va. Ah bon, à part ça, je voulais juste savoir, vous n'avez pas de formation sur. Ok, d'accord. Ok, donc. Exactement. Bon, on a déjà le. Je pense qu'il est parti, il est parti. Parce que je constate que peut-être sa connexion s'est coupée. Okay. Moi, je vais lui conseiller de vous écrire en privé. Ah, il est là déjà, il est arrivé. Oui, je suis là. Il y avait juste une petite coupure. J'ai demandé s'il n'y a pas de formation en gestion de sécurité humanitaire. Bonne soirée. Ok, merci. Normalement, on devait commencer la formation vendredi. Ok, merci beaucoup. Donc, on va laisser les gens bien. Et dimanche, on va se retrouver pour coordonner les exercices en suivi et évaluation. Et puis, lundi, on démarre la formation en management de qualité. Donc, voilà le programme. Pour ceux qui voudraient s'inscrire, vous avez encore jusqu'à lundi pour vous inscrire. Merci à tout un chacun. L'évaluation théorique, c'est pour dimanche à 20h. Oui. Merci. Donc l'évaluation théorique, c'est prévu pour le dimanche, c'est ça?